on va commencer rapidement. Juste pour présenter les événements, c'est la 3e conférence qu'on organise à la section Turquie de Français du Monde, la DFE. On a des conférences qu'on organise tous les mois sur des questions d'actualité politique, sociale, environnementale, économique. On a parlé des élections américaines en novembre et de l'émergence de la nouvelle gauche aux États-Unis. En décembre, on était sur les refoulements, la politique systématique de refoulement de migrants par la Grèce avec le soutien de l'Europe et de son agence Frontex. Petit aparté sur la question. Ceux qui sont toujours intéressés par suivre cette question, Mediapart a aujourd'hui publié un article sur la mise en accusation de Frontex et le fait que le directeur général de Frontex est accusé d'avoir cautionner cette politique de refoulement, donc il y a du mouvement sur la question. Je ferme la parenthèse. Ceux qui veulent revoir cette conférence, ces conférences, ou les voir s'ils n'ont pas pu le faire jusqu'à présent, les vidéos sont en ligne sur la chaîne YouTube de l'ADFE Turquie. Juste une petite recherche YouTube ADFE Turquie et vous tomberez dessus, sans souci. Ce soir, donc, on va parler de pollution plastique, et plus précisément de la pollution plastique en mer Méditerranée. En préparant un petit peu cette rencontre ce soir, je me suis posé la question de à quand remonter la dernière fois que j'ai vu une plage, ou une crique, ou une baie en Méditerranée et au-delà de la Méditerranée, où il n'y avait pas des déchets plastiques partout sur la plage, ou au moins un peu partout. Et bon, alors je sais que je suis encore jeune, mais je n'ai pas souvenir de la moindre plage. Et du coup, on pense souvent à la Méditerranée avec son eau turquoise, transparente, ses plages de sable fin, etc. Et en fait, la Méditerranée, c'est quand même aussi une belle poubelle, malheureusement. Mer fermée, avec 300 millions de personnes qui vivent tout autour, avec des déchets qui s'accumulent. Je crois que je vais vous passer directement la parole, Monsieur Galgani. Alors, on a 2 invités ce soir. François Galgani, qui est océanographe, chercheur à l'IFREMER, spécialiste, entre autres, de la pollution plastique. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, après son intervention, on pourra poser quelques questions. Vu qu'on n'est pas très nombreux, je pense qu'on pourra tous les poser directement sans passer par le chat. Et ensuite, nous aurons Alkis Kafetsis, qui est membre de Greenpeace en Grèce, qui est en charge de la campagne Plastique Océan de Greenpeace et qui représente Greenpeace au sein de... Alors, je ne veux pas me tromper sur le nom de cette alliance, qui est une alliance rassemblant plusieurs ONG travaillant dans la lutte contre le plastique et contre la pollution plastique. Alkis nous en dira plus au moment de son intervention. So, thank you for being with us, Alkis. Sorry to start in French. We'll come to you a bit later. Thank you once again. It's okay. My pleasure to be here. Thanks again. François, Monsieur Galgani, je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis très heureux également d'être parmi vous. Je suis moins heureux de vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément plaisant, celui de la pollution en plastique. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire un bilan global très rapidement et puis après un focus sur la Méditerranée pour finir sur les problèmes de pollution plastique dans le bassin oriental et en Turquie également. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on connaît un petit peu maintenant les quantités de plastique qui arrivent à la mer. C'est de l'ordre de 8 millions de tonnes. C'est une moyenne, c'est une estimation. Évidemment, rien n'est précis. Mais on s'aperçoit que les régions du monde les plus polluantes, si j'ose dire, sont très, très, très différentes. Et en particulier, on a un gros problème dans le monde, dans le sud-est asiatique. Tout simplement parce qu'il y a très, très peu d'infrastructures de traitement des eaux et une population qui est particulièrement, comment dire, étoffée, si j'ose dire. Alors, on a également d'autres régions qui produisent beaucoup de déchets, l'Europe en particulier, les États-Unis, mais malgré tout, le traitement de ces déchets est quand même plus avancé, même si, évidemment, nul n'est parfait. On retrouve des problèmes ponctuellement dans différentes régions du monde. Surtout de plus en plus en raison de certaines pratiques, par exemple la pêche ou des choses comme ça. Alors, en Méditerranée, on a comment dire, globalement le même problème, parce que c'est un problème qui est à l'échelle, disons, du bassin.
Mais par contre, on a des infrastructures qui sont plus ou moins développées pour des raisons historiques, économiques, peu importe, mais on a quand même, si vous voulez, des apports qui sont massifs. La contribution des différents pays est variable, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a également des apports qui viennent de la mer, ce qui représente des quantités très importantes, soit les bassins versants, les rivières, ou les fleuves en particulier, et puis les activités de pêche. Donc vous voyez que la Méditerranée, notamment la Méditerranée orientale, pardon, est quand même très touchée. La raison principale, je pense, et j'ose le dire, en fait, c'est probablement les apports du Nil qui contribuent énormément, comment dire, à la pollution du bassin, simplement parce que le débit est très fort et le bassin de population est également très, très développé avec plusieurs dizaines de millions d'habitants. Et là aussi, comment dire, des infrastructures qui ne sont pas les meilleurs du monde, si j'ose dire, malheureusement, pour des raisons historiques là aussi. Et donc, on a ce type de problème, si vous voulez, à régler dans le bassin méditerranéen. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure en introduction, c'est vrai qu'il y a 320 millions d'habitants qui vivent sur les zones littorales de la Méditerranée. C'est un bassin qui est fermé, il n'y a pas d'échange, si ce n'est à Gibraltar, mais les eaux de surface, là où sont les plastiques, sont principalement en entrantes. C'est la Méditerranée, il faut le savoir, quand même 30% du trafic maritime y passe entre Suez et Gibraltar. C'est la première destination touristique dans le monde, avec plus de 300 millions de touristes chaque année. Et puis des grands fleuves, j'en ai parlé tout à l'heure, comme le Nil, avec naturellement, si vous voulez, la conséquence, c'est qu'on a beaucoup de plastique qui arrive. On est à peu près à 200 tonnes, dans le chiffre varie, selon les associations, selon les institutions, selon les grandes organisations internationales. Mais on estime, pour les spécialistes scientifiques, la communauté auquel j'appartiens, que c'est de l'ordre de 200 tonnes de plastique déversées tous les jours. Ça donne quand même des concentrations de 250 milliards de microparticules qui flottent et un maximum trouvé dans le bassin oriental à 64 millions de particules par kilomètre carré, ce qui est énorme, bien évidemment. Ça ne se voit pas forcément, puisque ce sont de toutes petites particules, et c'est quand même très important. Enfin, on a depuis peu la certitude, je vous montrerai des images en fin de présentation, qu'on a des densités, des zones d'accumulation en profondeur qui peuvent dépasser des densités de 1 million de déchets par kilomètre carré, ce qui est considérable. Alors, ces déchets, ils sont très divers. On trouve tout, en fait, principalement du plastique. Ça, en fait, on sait que c'est de l'ordre de 70%, mais il y a également, comment dire, du fer, du métal, du caoutchouc, tout un ensemble d'objets divers. C'est vraiment des inventaires, comment dire, à l'après-vert. Il y a eu des changements dans le temps. Par exemple, les pneus, quand j'étais plus jeune, étaient fréquents sur les plages. Comme il y a des filières de recyclage maintenant, on les voit quasiment plus, sauf ceux qui ont été volontairement immergés. Et puis, par contre, il y a ce plastique qui est arrivé depuis quelques dizaines d'années et qui continue à augmenter dans la plupart des régions du globe, en tout cas pour l'utilisation et les apports à la mer. Donc les emballages, c'est de l'ordre de 50% peut-être, et de 70% de l'ensemble des déchets, ça représente donc entre 30 et 40% qui sont des emballages principalement alimentaires. Ce qui est important de comprendre également, c'est que la gestion du problème des plastiques est complexe parce qu'il y a des sources très diverses. D'abord, 320 millions d'habitants autour de la Méditerranée, c'est 320 millions de sources potentielles. Chacun, à un moment ou à un autre, est capable, si vous voulez, de perdre un déchet. Après, il y a des activités économiques qui génèrent des déchets, comme par exemple la pêche, l'aquaculture, le transport maritime. Les containers, ça représente plusieurs milliers de containers perdus chaque année. Là aussi, les chiffres sont variables selon les sources, mais il y a quand même une réalité avec des risques sur la navigation et puis surtout un contenu qui est souvent du plastique, notamment des marées blanches. Depuis peu, c'est des espèces de granulés de plastique qui sont utilisés par l'industrie ou les produits de l'industrie, si vous voulez. Et donc tout ça, ça multiplie les sources. Vous avez une image, par exemple, au milieu. C'est une décharge, une photo que j'ai prise moi-même il y a quelques années, et en fait, elle est toujours là, au Liban, dans le sud du Liban, où les bulldozers étaient en dessus de la décharge et poussaient directement, vous voyez l'accumulation de pneus, poussaient directement tous les déchets dans la mer, qui malheureusement sont repris par la circulation et vont remonter vers le nord et arriver en Turquie. La Turquie elle-même pouvant en envoyer, si vous voulez, dans la Méditerranée, qui seront repris par la circulation pour redescendre dans le sud. Donc on a un transport maritime comme ça entre les différents pays, et ça pose un problème parce que lorsqu'on veut gérer les déchets dans un pays ou dans une région, mais en fait, même si on nettoie, même si comment dire, on élimine les sources, on reçoit de la mer. Et donc, forcément, il ne peut pas y avoir de gestion qui ne soit pas commune, si vous voulez. On ne peut pas ponctuellement, comme ça, résoudre les problèmes. Ça ne servira quasiment à rien, puisque de toute façon, le littoral sera de toute façon affecté. Alors, on a également des pertes de granulés industriels, j'en ai parlé, c'est l'image qui est en bas à droite. Et donc, toutes ces sources, si vous voulez, concourent à justement ces apports qui sont massifs, les fleuves représentant quand même les densités les plus importantes. Alors après, une fois qu'ils sont en mer, ils vont aller d'abord sur les plages, on les voit. Alors il faut savoir que la pollution des plages, c'est aussi les gens qui viennent, ce n'est pas forcément une pollution marine, c'est simplement aussi la conséquence de la fréquentation des plages. On les retrouve flottants à la surface de l'eau, on les retrouve sur les fonds. Et donc j'ai quelques exemples. Vous voyez en bas à gauche,
c'est une dizaine de minutes de chalutage le long des côtes françaises, donc sur des fonds qui sont relativement limités, c'est de l'ordre de 30-40 mètres si vous voulez, mais c'est la conséquence d'une activité urbaine depuis des dizaines d'années. Et ça ne se voit pas, lorsqu'on est en surface, ça peut être très joli, et par contre, sous les eaux, si vous voulez, ça peut être très spectaculaire. On a un problème particulier en Méditerranée, ce sont les mégots de cigarettes, jusqu'à 40% des déchets sur certaines plages. La solution, elle apparaît relativement simple, c'est d'interdire de fumer, sauf que pour des raisons économiques, si vous voulez, ça ne se fera pas. Vous imaginez mal, comment dire, un responsable d'une plage à Ibiza ou à Mykonos arrêtant, comment dire, interdisant de fumer sur les plages, puisque toute l'activité d'une région ou d'une ville ou d'une plage, si vous voulez, tourne autour justement de la fréquentation. Vous avez au milieu, en bas, c'est 100 mètres d'un estuaire en France, 100 mètres d'un estuaire qui ont été, comment dire, nettoyés, et c'est le nombre de cotons-tiges qui ont été récupérés. Donc là, on a un problème particulier dans certaines régions du monde. C'est simplement le fait que les gens, au lieu de mettre des cotons-tiges dans la poubelle, les mettent dans les toilettes. Ils sont repris par la circulation, ils ne sont pas dégrillés, ils passent directement dans les effluents et ils arrivent dans les fleuves et après ils vont à la mer comme ça. C'est un problème qui est classique, c'est la raison pour laquelle certains pays, dont la France par exemple, ont interdit directement maintenant les cotons-tiges à base de plastique qui sont en carton dur et sont beaucoup plus dégradables. Et on devrait pouvoir voir d'ici quelques années, ça prendra probablement beaucoup de temps, une baisse justement de ces déchets. En haut, au milieu, c'est une plage de la rive sud de la Méditerranée. C'est une plage urbaine, mais c'est une situation qui est vraiment extrême, où il n'y a eu aucun nettoyage, il n'y a plus de fréquentation du tout maintenant. Et c'est la conséquence, là aussi, de tout un ensemble de comportements déplacés qui font que c'est des situations classiques. Alors, ces déchets en mer, notamment de plastique, si vous voulez, imaginez que vous allez en mer, vous prenez un filet que vous mettez à la surface de l'eau, vous allez le traîner derrière un bateau pendant 1 heure, 2 heures, peu importe. Après, c'est l'image qui est en haut à droite, vous allez voir ce qui est en haut à gauche. Dans le collecteur du plancton, vous allez voir une soupe, une espèce de soupe de plastique, si vous voulez, ça porte le nom d'ailleurs de soupe. Et quand on regarde au microscope, vous avez cette image qui est en bas à droite, qui correspond justement à un kaléidoscope. C'est très joli et c'est la diversité des microplastiques. C'est ça ce qu'on appelle les microplastiques, si vous voulez. Vous voyez là aussi un échantillon, donc un coton-tige, des fibres. Vous avez une sphérule dans l'image qui correspond à un granule industriel. Et donc, ça représente vraiment toute la diversité des microplastiques. Je rappelle quand même 250 milliards de microplastiques à la surface de la Méditerranée. Alors, ça peut se dégrader éventuellement en nanoplastiques. On ne sait pas très bien parce que c'est excessivement difficile à savoir. Mais on commence à avoir par contre des informations sur la distribution dans l'océan mondial. Et on sait qu'il y a des zones d'accumulation. Certains ont parlé de continents de déchets. En fait, c'est la circulation qui fait que les plastiques vont s'accumuler là. On appelle ça techniquement des zones de convergence. Ça a peu d'importance. Mais par contre, ce qui est important, c'est que dans l'esprit, si vous voulez, dans l'imaginaire des gens, ces continents de plastique sont particulièrement importants. Dans la réalité, c'est vraiment quelque chose de très important. Les concentrations dans la Méditerranée sont plus importantes que dans ces zones de convergence océanique. Et donc, l'imaginaire, si vous voulez, s'est attaché à prendre en considération ce type de situation, qui est quand même évidemment déplacé, mais par contre, finalement, a relativement peu fait pour la pollution de la Méditerranée, alors qu'en fait, elle est quand même beaucoup plus importante en termes de quantité, mais en termes d'impact également. Alors, on a des différences régionales, j'en ai parlé tout à l'heure, le bassin oriental est quand même très affecté, et la région de la Méditerranée, c'est celle du sud-est de la Turquie qui est la plus touchée, parce qu'elle reçoit justement tous ces déchets qui viennent du sud à cause des courants. Donc, la Méditerranée est la mer la plus touchée du monde, et la Méditerranée orientale est la zone la plus touchée de la Méditerranée. On arrive à des situations qui sont extrêmes. J'ai discuté avec des scientifiques turcs qui m'ont expliqué que les pêcheurs, maintenant, évitaient certaines zones, notamment du côté de Mersin, parce que justement il y en avait beaucoup trop et qu'il y avait beaucoup trop de problèmes, si vous voulez, de prise dans les circuits de refroidissement, dans les hélices et autres. Et donc c'était devenu vraiment un problème quotidien, si vous voulez. Alors on a comme ça des cartes qui montrent que 80% en moyenne, 80%, enfin, entre 60 et 80% selon les zones des tortues ont des plastiques dans l'estomac. C'est quelque chose qui est très particulier à la Méditerranée, même si ça existe également dans d'autres régions du monde. Mais en fait, le taux d'ingestion est quand même très important. Et puis, il y a eu des opérations de collecte. Il y a une initiative qui s'appelle Ocean Conservancy, une NGO qui fait des comptages systématiquement depuis très longtemps et qui implique justement tout un ensemble de citoyens. Et ils ont des données sur le ramassage qui a été fait sur les plages où on arrive à voir justement quels sont les types de déchets qu'on trouve
principalement dans certains pays. Et vous voyez, par exemple, sur la Turquie, tout à fait en bas à gauche, que les mégots de cigarettes sont largement représentés, donc des comportements, si vous voulez, qui peuvent influer sur la nature des déchets, avec tout un ensemble de causes également, non seulement pour les individus qui fument, mais également pour pour l'environnement, puisque les produits toxiques sont encore dans les mégots. On a également les bouchons de bouteilles, et pour d'autres régions, donc par exemple la Grèce, il y a également les mégots. Et par contre, en Égypte, vous voyez que les bouteilles plastiques ou les bouteilles de verre sont largement plus représentées. Donc, c'est intéressant de voir justement la sociologie et les comportements qui peuvent varier et les déchets qui peuvent, en découler, que l'on peut retrouver. Alors, ce qu'il faut savoir en termes d'impact, c'est que les principaux impacts qu'on trouve en milieu marin, c'est d'une part les emmêlements, c'est-à-dire les animaux qui se prennent dans des déchets. Ça, c'est probablement l'impact le plus important qui existe dans le milieu marin. Vous avez également l'ingestion, beaucoup d'espèces qui ingèrent des déchets. Et puis, vous avez, outre la contamination qui pourrait venir des additifs ou des choses comme ça, mais qui est quand même quelque chose de très mineur en termes d'impact environnemental. Ça existe, mais c'est très mineur. Vous avez par contre le transport des espèces qui est assez importante, puisque 250 milliards de microplastiques à la surface, évidemment, toutes les bactéries peuvent se fixer dessus et voyager comme ça sur des distances très très longues. Alors, l'étranglement, en fait, c'est souvent des engins de pêche, donc des filets, par exemple, ou des fils qui vont abîmer, si vous voulez, des espèces ou des espèces qui vont se prendre dedans. Le problème, c'est que les filets de pêche, ils sont faits pour tuer. Et lorsqu'ils sont perdus ou abandonnés, en fait, ils continuent à tuer, puisqu'ils sont faits pour ça. Et donc, ça ne se voit pas, si vous voulez, mais par contre, ça altère des stocks. Et on sait même que sur le plan économique, en Méditerranée occidentale, par exemple, on a une perte de stock qui est de l'ordre de quelques 5 à 10%, et en Atlantique, on arrive même à 20% de perte d'un stock, simplement parce qu'il y a des filets qui ont été abandonnés ou perdus qui continuent à pêcher et qui nous font perdre un petit peu cette ressource, si vous voulez. Voilà. Donc, non seulement ça altère l'état de l'environnement et les espèces, mais en plus, ça nous impacte nous-mêmes et ça représente tout un ensemble de coûts et qui peuvent être importants, notamment dans la gestion. À partir du moment où ça coûtera très très cher, évidemment, les gens commenceront à s'intéresser beaucoup plus au problème, malheureusement. Voilà, donc ça, c'est différents exemples. Si vous voulez, pour le transport d'espèces, je rappelle, alors en Méditerranée, c'est particulier parce que le bassin est fermé, on parle de transfert secondaire, mais par contre, dans les océans, après le tsunami, par exemple, vous avez tous à l'esprit ces images de déchets qui étaient dans la mer. En l'espace de 6 ans, et c'est 300 espèces nouvelles qui sont arrivées en Amérique du Nord, portées par des morceaux de plastique qui flottaient. Donc, il faut comprendre, si vous voulez, dans l'histoire de la biologie, c'est une véritable arche de Noé, et ça n'a jamais existé avant. Avant, il y avait le transport sur les coques de navires, de ballast, le déballastage et autres. Là, maintenant, c'est beaucoup plus de particules qui vont tout doucement, qui se dispersent petit à petit, et donc l'impact est beaucoup plus important. Et on n'a pas de recul, on ne sait pas du tout l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être à risque, si j'ose dire, d'autant plus qu'on sait maintenant que certaines espèces toxiques, certains pathogènes pour les poissons ou les invertébrés peuvent être déplacés également sur des plastiques comme ça, sur des distances importantes. Alors, quels sont les enjeux au point de vue scientifique? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, on essaye de faire de limiter les coûts de façon, on travaille à l'échelle océanographique, donc c'est une contrainte qui est assez forte. Et donc, on essaye de limiter les coûts de façon à avoir de plus en plus d'informations qui soient intéressantes. Donc, soit ce sont des méthodes simples qui nous permettent, par exemple, d'avoir des inventaires systématiques de ce qui s'échoue sur les plages. Ça commence à se faire. L'automatisation, on commence à utiliser des drones qui permettent d'avoir des informations. On travaille sur des particules qui sont de plus en plus petites. On travaille sur des nouveaux indicateurs. Vous avez par exemple en bas à gauche, c'est un nid d'oiseaux avec des déchets dedans. Il faut savoir que certains oiseaux apprécient énormément certains déchets parce qu'ils ressemblent à des branches et ça les aide à construire des nids, notamment les branches de lunettes par exemple ou des morceaux de filet qui sont assez doux pour leurs petits. Et ils ont tendance, si vous voulez, et on a des exemples de régions, notamment en France, pas méditerranéennes, mais plutôt côté Atlantique, où on a 100% des nids qui ont des déchets et certains nids avec plus de 20 déchets qui peuvent être comptabilisés dedans. Donc c'est un véritable problème qu'on utilise nous comme indicateur. C'est vrai que dans les réserves, les nids peuvent être nettoyés, ça existe si vous voulez, mais par contre tout n'est pas en réserve et donc là aussi on a un problème parce que c'est le recrutement des populations d'oiseaux qui peut être affecté. Et vous avez à droite, c'est un exemple d'évaluation des risques en fait, c'est 2 cartographies, en bas les déchets, en haut les tortues. Et lorsqu'on croise ces cartographies, on arrive à prévoir les zones où les tortues vont être le plus affectées. Donc, c'est typiquement un travail de biologiste marin, si vous voulez, qui nous permet de savoir quelles sont les zones dites à risque dans lesquelles les espèces sont les plus touchées. Et ce sont des études maintenant qui se généralisent, où on commence à savoir quel est le lien entre
le bruit et l'impact et la distribution des espèces, ou les microplastiques à la surface de la Méditerranée et la distribution, par exemple, des poissons pélagiques ou des choses comme ça. Ça, c'est une information qui est importante parce que ça montre bien les différences justement régionales et les impacts. Alors, les impacts, ils ne sont pas seulement environnementaux, ils sont aussi comment dire, socio-économiques. Donc, on a par exemple les blessures sur les plages, ça a un coût, ça, et puis c'est une réalité surtout pour les gens. On a le nettoyage des plages. On a également la gêne pour les pêcheurs. Donc, dans certaines régions, non seulement ils ont changé leur comportement, ils changent de zone, mais ils ont également, dans d'autres, beaucoup d'accidents. Il faut nettoyer les filets. Il faut faire le tri entre les déchets, notamment souvent en Méditerranée, pour pouvoir récupérer le poisson. Ce n'est pas très cohérent en termes de santé publique, si vous voulez, et non plus en termes économiques. Et tant qu'il n'y aura rien de fait, ben, ça continuera et ça probablement empirera. Si, voilà. Donc, on est dans une situation qui est assez critique, si j'ose dire. Vous avez également les problèmes de la consommation des produits de la mer qui peuvent avoir ingéré des microplastiques. Alors, si on regarde dans le détail, il faut savoir que le coût globalement pour les pays européens, ce qui a été évalué, c'est de l'ordre de 260 milliards d'euros, 260 millions d'euros par an. Au niveau mondial, on estime qu'on est à 12 milliards d'euros en coût des déchets marins. C'est-à-dire qu'actuellement, le coût dans le monde des déchets marins, c'est de l'ordre de 12 milliards d'euros. Alors là aussi, c'est probablement très discutable, mais il y a une réalité, si vous voulez, et on en est arrivé, si vous voulez, à envisager d'aller nettoyer. Le problème, c'est que nettoyer, ça ne se fait pas parce que c'est très, très, très cher. On ne va pas nettoyer le fond de la Méditerranée à 2500 mètres de fond parce que les déchets ne sont pas forcément tous au même endroit, ils sont dispersés, ça demanderait des coûts très importants. Donc, on nettoie lorsqu'il y a une certaine valeur, en fait. Donc, par exemple, la valeur, c'est simplement un filet qui est perdu. Un filet, c'est très cher. Ça peut être recyclé, ça peut être réutilisé. Et donc, dans certains cas, il y a des opérations de nettoyage qui sont judicieuses et pertinentes, si vous voulez, et qui sont justifiées par comment dire, l'importance à la fois environnementale et le coût économique. La valeur, elle n'est pas simplement directe. On peut avoir une valeur indirecte. Par exemple, nettoyer une plage, ce n'est pas pour les déchets qu'on va récupérer, mais c'est surtout pour redonner la valeur patrimoniale au site, parce qu'il y a des touristes qui viennent, parce que ça fait partie du patrimoine, de l'histoire d'une région et autres. Et donc là, ça justifie, si vous voulez, qu'on nettoie. Mais sinon, les meilleures solutions, bien évidemment, sont en amont, c'est-à-dire favoriser le recyclage. Alors évidemment, la meilleure solution, c'est de ne pas avoir de déchets plastiques et d'avoir beaucoup moins de plastique, parce qu'il y a quand même certains plastiques qui peuvent être très utiles. Et donc, c'est de limiter les apports au milieu marin. Et en fait, pour ça, il faut comprendre que le déchet plastique, en fait, il n'a pas de valeur. Il est en fin de vie. Et son problème, si vous voulez, c'est ça. Et donc, pour pouvoir résoudre ce problème-là, la seule solution, c'est de donner une valeur aux déchets. Je vous l'ai dit, quand on a un filet perdu, il a une certaine valeur. Lorsqu'une plage est propre, elle a plus de valeur que lorsqu'elle est sale. Donc, la valeur, si vous voulez, ça permet de justifier des actions. Et tant qu'on n'aura pas donné de la valeur aux déchets qui traînent, et bien à ce moment-là, ils resteront là parce que, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait partie de la fin de vie du plastique. Donc, si on veut des solutions, et bien à ce moment-là, on peut, par exemple, imaginer qu'on trouve des nouveaux matériaux qui fassent que les plastiques soient mieux recyclables. Automatiquement, n'importe quel plastique, comment dire, qui traînera aura une certaine valeur et on pourra le recycler. C'est un petit peu la tendance qui se dessine dans beaucoup de laboratoires. On essaye d'inventer des systèmes pour pouvoir recycler, c'est-à-dire dépolymériser les plastiques pour pouvoir les réutiliser. Donc, ça veut dire rentrer dans un système d'économie circulaire. C'est une bonne comment dire, politique. Ça demande de résoudre certains problèmes techniques pour l'instant, mais à terme, si vous voulez, dans quelques années, si on veut et si on continue à utiliser les plastiques à outrance, il faudra absolument avoir ce genre de solution, sinon on ne s'en sortira absolument pas. Voilà. Donc, les solutions, comme je l'ai dit, elles sont relativement limitées. Alors, évidemment, nettoyer dans un port, c'est louable, si vous voulez. Localement, ça peut être intéressant. Mettre des poubelles sur une plage, c'est intéressant. Localement, également, dans un port, dans une zone très touristique, on peut imaginer avoir un filet derrière un bateau qui va nettoyer. Dans une rivière également, ça s'est fait. Ça peut être justifié. Il faut savoir ce qu'on va faire du plastique après. Par contre, demander à des jeunes d'aller nettoyer ce que les adultes ont sali, si vous voulez, ce n'est pas forcément très cohérent. Et c'est bien en termes d'éducation et d'information. Je pense que là, c'est très, très bien. Mais par contre, on ne peut pas se baser sur des solutions qui sont vraiment sur le nettoyage. Donc, le recyclage, c'est bien. L'amélioration du traitement des eaux, c'est aussi très, très, très bien. Si vous voulez diminuer la consommation lorsque c'est possible, évidemment, c'est encore mieux. Et avec toutes ces solutions, si vous voulez, on devrait pouvoir arriver à avoir d'ici quelques années, baisser justement ces déchets-là. Ça demande encore beaucoup de mesures. Il y a tout un ensemble d'instruments politiques qui ont été comment dire, lancés. On n'en est pas encore là. Je vous donne quelques exemples. La directive européenne sur les plastiques à usage unique,
c'est de la politique, si vous voulez, donc on n'est pas encore dans les conséquences effectives et dans la réduction, mais malgré tout, les interdictions qui arrivent dans les différents pays sont quand même à terme efficaces. Et je pense que moi, personnellement, que c'est une situation qui est assez intéressante. L'Europe a envisagé de créer une cinquantaine d'usines de recyclage du plastique. Ça contribuera même partiellement, si vous voulez, là aussi, à réduire un petit peu les apports. Alors, quelle est la situation en Turquie? En fait, il y a énormément de travaux qui ont été faits depuis quelques années, bien évidemment. Il y a de très, très bons spécialistes. Et surtout, il y a ce qui est assez intéressant, c'est que la première étude de déchets sur les fonds, en fait, vient de Turquie. C'était en 87, c'est par un spécialiste qui s'appelait Bingöl. Je crois que c'est l'université de Mersin. Et c'est la première étude en Méditerranée sur les déchets sur les fonds. Il n'y en a pas eu avant. Donc, il y a pléthore d'informations, à la fois sur les plages, sur les fonds flottants, sur les microplastiques, également sur les déchets ingérés. Et donc, en termes d'informations scientifiques, si vous voulez, on est dans les meilleurs standards qui existent actuellement dans la recherche scientifique. Donc, un autre exemple, c'est la composition des déchets dans le sud-est du pays. On a également tout un ensemble d'initiatives de nettoyage de ports, des plages ou des choses comme ça, des modèles, des densités en surface. Et donc, toute l'information, en fait, elle est déjà quasiment là. Il y a peut-être simplement quelque chose que je n'ai pas cité, c'est toutes les actions qui ont été prises par le gouvernement turc, auxquelles j'ai eu accès, parce qu'il y en a peut-être beaucoup d'autres, si vous voulez. C'est les informations du public sur les nettoyages et toutes les mesures de réduction. C'est des études approfondies sur les secteurs les plus importants, notamment la pollution plastique de manière générale, mais les pollutions liées spécifiquement aux cosmétiques ou aux textiles, c'est important. Tous les objectifs qui ont été mis en place de traitement des eaux et de recyclage, 65% quand même en 2023, c'est assez fort comme objectif. Je ne sais pas si de manière réaliste on peut y arriver. On a les mêmes objectifs en France, hein, assez irréalistes parfois, mais malgré tout, si vous voulez, de donner quand même des échéances, petit à petit, ça met en place justement une logique qui est assez importante. Une taxe sur les sacs plastiques. Alors, je ne sais pas où est-ce que ça en est, parce que l'information, je l'ai eue déjà il y a quelques mois. Et puis, des efforts, comment dire, de prévention et de contrôle, avec toute la contribution aux activités de la conférence de Barcelone, les activités Marpol et autres. Je sais, par exemple, qu'au niveau du G20, la Turquie a été très active sur l'installation des systèmes de réception de filets de pêche, de déchets dans les ports de pêche. Ils sont particulièrement actifs et donc il y a des initiatives comme ça qui correspondent à des particularités locales. Alors, j'ai terminé ma présentation. Par contre, avant de vraiment conclure, je voudrais vous présenter quelques images. Alors, attends, je vais changer si ça ne vous dérange pas. Je vais arrêter cette première présentation et puis je vais partager une autre présentation. Voilà. Donc, ça, c'est une image du fond de la mer. Imaginez, vous descendez dans un sous-marin. C'est à 8 km au large de la Côte d'Azur. C'est à 2200 mètres. Et voilà la situation. Ce sont des zones d'accumulation. Ça date d'un an et demi. C'est un sous-marin de l'Ifremer, donc de mon institution. J'étais moi-même responsable de cette partie-là sur la mission, si vous voulez. Et donc, ce sont des situations qui ne sont pas partout. On n'a pas cette situation partout, mais c'est quelque chose qui est commun. C'est-à-dire que sur pratiquement toutes les plongées, on a des zones comme ça d'accumulation. On a des marques de déchets qui datent des années 90. Donc, en fait, il faut savoir qu'en profondeur, il y a moins d'oxygène et pas de lumière. Et ça, ce sont les facteurs qui favorisent la dégradation du plastique. Donc, ceux qui sont là pour très, très, très longtemps, probablement plusieurs centaines d'années. La seule chose qu'on puisse espérer, c'est qu'elles prennent la valeur, comment dire, des vieilles bouteilles de vin que sont les amphores. Mais par contre, c'est du plastique qu'on préférait quand même qu'il n'y en ait pas. Donc, vous voyez un petit peu, c'est un petit peu comme un tapis, la Méditerranée, qu'on soulève, dans lequel on met toute la poussière, si vous voulez. Et j'aimerais bien que le message qui doit passer, si vous voulez, soit celui-ci. La réalité du fond de la Méditerranée, c'est cette situation très souvent. Voilà, je vous remercie. Waouh! Merci beaucoup. C'était un peu fort, mais... Pardon, c'était à 800 mètres de profondeur? Non, 8 km au large et 2200 mètres de fond. 2200 mètres, merci. 8 km. Merci beaucoup. C'était bien concentré, bien condensé. Merci, énormément d'informations là-dessus. Avant de juste prendre les questions de nos camarades ici présents, j'aurais aimé vous poser une ou deux questions, enfin deux, trois choses qui ont piqué ma curiosité. Vous avez mentionné le fait à un moment que, par exemple, on avait quasiment plus de déchets comme des roues où certains déchets avaient disparu et d'autres avaient pris de la place et que ça a évolué d'un endroit à un autre.
Est-ce que sur la mer Méditerranée, on a des tendances qui se sont développées sur les 10-20 dernières années où on voit apparaître certains types de déchets principalement? Sachant que la consommation de plastique ne fait qu'augmenter, en fait, je me demande dans quelle mesure certains types pourraient se retrouver plus ou moins. Alors, on a des exemples qui sont très, très clairs. J'ai commencé à chaluter dans les années 92 sur les fonds. Et à l'époque, on avait des zones où il y avait beaucoup de bouteilles, notamment entre la Corse et le continent, et c'était lié aux ferries, aux lignes de ferry. Et les passagers jetaient des bouteilles en verre à l'époque, et ça a quasiment disparu. On n'a quasiment plus de bouteilles de verre maintenant. Le verre, lui, peut persister des milliers d'années quand il est dans une zone de forte sédimentation, comment dire, pas brasser tout ça. Mais par contre, on a vu apparaître un nombre de bouteilles plastiques de plus en plus important, et puis également des petits gobelets jaunes qui correspondent à la marque d'une compagnie, si vous voulez, que les gens continuent à jeter. Donc on voit que les pratiques changent, liées justement à l'avènement du plastique, malheureusement, mais c'est vrai que si vous voulez qu'on est capable, à partir du moment où on change les comportements à terre, de voir les conséquences que ça a sur le milieu marin. Et l'exemple que je prenais des pneus, en fait, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, on jouait avec des chambres à air, on en trouvait de temps en temps abandonnés sur des petits fonds ou sur les plages. Ça, ce sont des choses qu'on ne voit plus parce que les pneus sont recyclés et réutilisés. Il y a une filière qui existe, il y a des emplois qui ont été créés. Et donc, ce qui est important dans le message, en fait, c'est qu'on peut gérer, si vous voulez, certains types de déchets dès lors qu'on leur donne une valeur. C'est ça qui est important, si vous voulez. Et le plastique qui est actuellement, tant qu'il n'aura pas de valeur, il sera toujours là. La seule solution, c'est de lui trouver une valeur. Je lui ai dit qu'elle peut être patrimoniale, elle peut être affective, elle peut être. Il y a des gens qui font des vêtements de luxe ou des lunettes maintenant, avec beaucoup de publicité, des stars qui les portent et autres. Ce n'est pas durable au sens environnemental et au sens économique, mais malgré tout, ils ont trouvé une valeur artificielle qui fait qu'ils récupèrent des plastiques en mer, si vous voulez, ça se fait, pour faire des objets. Donc, le secret, c'est de trouver une valeur. Et la plus simple manière de trouver une valeur, c'est que comme on peut quand on arrivera à dépolymériser le plastique pour en faire d'autres produits, à ce moment-là, si vous voulez, je pense qu'on n'en trouvera pas. Moi, quand j'étais enfant, je ramassais des bouteilles pour aller dans les systèmes de consigne pour récupérer quelques pièces. Typiquement, comment dire, à partir du moment où il y aura des plastiques qui traîneront, ça aura de la valeur, ça pourra être récupéré. Ils n'arriveront même plus, en fait. Merci. L'autre question, et ça a vraiment piqué ma curiosité, c'est que vous parlez de transfert d'espèces, transport d'espèces. Oui. Dans quelle mesure, c'est assez d'actualité avec l'épidémie qu'on a en ce moment, dans quelle mesure ces transports d'espèces ont un impact actuellement visible, est-ce qu'il est visible sur des écosystèmes très locaux? Alors, s'il y a une on parlait de bactéries en principal, enfin, on parle de bactéries, je Ou un suppose. virus à Covid. Ou de virus ou de Covid. Est-ce que ça a un impact sur la faune et la flore directement observées dans certaines régions? Alors, il y a deux choses qu'il faut considérer. Il y a d'une part les espèces qui sont marines, qui peuvent être transportées d'une zone à l'autre. Et donc, dans ce cas-là, c'est classique, si vous voulez, ça existe beaucoup. On a des espèces qui se fixent sur les plastiques en Méditerranée, il y en a qui voyagent, et donc il peut y avoir une colonisation, et ça peut favoriser la prolifération d'une bactérie, même une bactérie pathogène pour les poissons, parce que ce sont des espèces marines, si vous voulez. Ça, techniquement, c'est possible. Et on a même montré, enfin, une équipe américaine a montré que les algues du Japon, qui avaient des cousins génétiques, si vous voulez, en Amérique, en fait, se sont brassées avec lorsqu'elles sont arrivées en Amérique du Nord et ont créé, ce n'est pas une nouvelle espèce, c'est une évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes biologiques, ça peut être un argument positif pour l'espèce elle-même. Peut-être que ça lui permet de brasser son génome et donc d'être plus actif et de survivre plus facilement. Mais par contre, c'est peut-être au détriment d'autres espèces. Et donc, globalement, au niveau des écosystèmes, ce n'est pas très, très bon, si vous voulez. Et par contre, pour une espèce, ça peut être très, très favorable. Et puis après, le deuxième problème, c'est les espèces toxiques, pathogènes et autres qui sont terrestres et qui sont pathogènes pour l'homme. Ça, c'est complètement différent. D'une manière générale, si vous voulez, la survie est limitée à quelques heures. Donc, le problème ne peut être que local. Il n'y a aucune chance, si vous voulez, qu'un virus à Covid ou une bactérie du choléra, même s'il y a des vibrios en mer, qui arrivent en mer, soit plusieurs jours après, à un autre endroit, si vous voulez, contamine. Ça, ce n'est pas possible. À moins que la bactérie mute, mais à ce moment-là, ça ne serait plus la même, si vous voulez. Voilà. Et donc, même ce cas-là n'a jamais été démontré. Donc, en fait, c'est localement, par exemple, imaginez une station d'épuration, si les effluents
enfin de l'eau qui arrive dans une station d'épuration est chargée en Covid ou dans une bactérie, ça arrive de temps en temps, des salmonelles ou bien des coliformes, des choses comme ça, des bactéries qui causent des diarrhées ou des choses comme ça. Localement, s'il y a des plastiques, eh bien, pendant l'espace de 1, 2, 3 heures, si vous voulez, ça peut localement, autour de l'effluent, favoriser la dispersion de l'espèce. Ça, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, en termes d'épidémie ou de pandémie, ça ne va pas généraliser l'épidémie. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est comme ça qu'il faut percevoir, gardant à l'esprit que les espèces terrestres ne survivent pas en mer pas plus que quelques heures. Alors, il faut savoir que notre institut l'IFREMER a fait beaucoup de travaux parce qu'en fait, dans les eaux usées autour de Paris, ils avaient trouvé du virus, et même c'était un marqueur avant même que l'épidémie soit, les pics arrivent, si vous voulez. Ils avaient trouvé déjà dans les eaux, et donc ils pensaient qu'il y avait un risque. C'est pareil dans les eaux douces, en fait, ces virus ne survivent pas. Et on a fait des travaux, nous, sur des effluents qui arrivent en mer, et dans les moules qui sont autour, enfin même des moules naturels, et en fait, on n'a jamais rien trouvé. Pourtant, on a mis en place un système régulier de surveillance, si vous voulez, mais on n'a rien trouvé. Donc le risque est quand même minime, si vous voulez, et très local. D'accord. Mais sur le principe, par exemple, d'espèces invasives, on parle, par exemple, en Méditerranée orientale, de l'arrivée comment on appelle, le poisson scorpion, de Rascasse, qui bouleverse complètement les écosystèmes, notamment à Chypre. Ça a aussi bouleversé la gastronomie locale, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent écrire là-dessus. Est-ce qu'on pourrait observer ce genre de choses, mais à l'échelle de bactéries ou de virus? Ah ben bien sûr, absolument. Oui, oui. En fait, ça existe depuis toujours. Des brassages comme ça s'est fait. Et donc, par contre, c'est en général pas suivi parce que c'est pas visible. Et donc, on ne connaît même pas les bactéries et les virus dans leur ensemble. Et donc, c'est difficile de savoir celles qui viennent de Suez. Par contre, ce qu'il faut bien, là où il faut faire la différence, c'est qu'il y a des espèces qui arrivent en Méditerranée par les eaux. Ça existe depuis des millions d'années, quoi. Et puis, il y a celles qui arrivent par les plastiques. Et ça, c'est autre chose. Et au niveau de Suez, c'est plus compliqué parce que le trajet du canal est quand même plus long pour des plastiques, si vous voulez. Et on n'a pas encore de preuves formelles que les espèces arrivent avec des plastiques. Elles arrivent avec des coques de navires, oui. Elles arrivent, avec les eaux simplement, petit à petit en colonisant les eaux du canal. Oui, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Et par contre, pour arriver spécifiquement avec des plastiques, là, c'est un petit peu différent. Ça n'a pas été montré en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Virgile, je crois que tu avais une question dans le chat. Alors, Virgile a disparu. La question qu'il a écrite dans le chat, c'était « Est-il possible de comparer ces coûts ?» Donc, je suppose le coût d'impact sur l'environnement avec d'autres catégories de coûts. Alors, je pense qu'on est confronté à un problème, ce qu'on appelle de métrique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très, très bien évaluer les coûts. On a des coûts globaux, on a des coûts ponctuels. On sait le coût de nettoyage d'une plage, par exemple. Ça, on sait qu'on peut l'évaluer. Par contre, ce qu'on appelle les services aux écosystèmes, c'est-à-dire quelle est la valeur d'un écosystème, ce qui rapporte en termes de possibilités de pêche, de possibilités de tourisme, sans être altéré, bien évidemment. Donc, s'il est géré au mieux, qu'est-ce que ça peut rapporter, si vous voulez, à la communauté? Et donc, c'est le gain plus que le coût. Et donc, l'altération de ce site se chiffrerait en coût. Ça, on ne sait pas très, très bien faire. Et par contre, si on savait le faire, on pourrait comparer, par exemple, l'impact des plastiques en termes de coûts au service des écosystèmes à celui de l'impact, d'une catastrophe pétrolière. Là, ça serait possible, on pourrait comparer. Mais on n'a pas les métriques. Pour l'instant, c'est très conceptuel et on n'a pas encore, si vous voulez, alors qu'évidemment, le coût du nettoyage, c'est assez simple parce qu'il suffit de voir ce qui est nettoyé, le temps qu'il faut passer pour nettoyer, ce que ça représente en termes d'investissement, et puis ce qui est récupéré des déchets ou des choses comme ça. D'accord. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser? Oui, j'aurais une petite question. Allez-y. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je voulais savoir la carte que vous nous avez montrée avec cette accumulation du côté de Mersin, donc dans le nord-est. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur courant et vent qui explique les concentrations qui apparaissent bien en rouge sur la carte que vous nous avez montrée? On n'a pas de doute là-dessus. Les déchets, ils viennent principalement des navires qui sortent de Port Saïd, du canal de Suez,
du Nil et de tout ce qui est rejeté le long du littoral. Le courant, en fait, vient de la rive sud de la Méditerranée, en longeant les côtes orientales, c'est-à-dire donc Israël, Syrie, pardon, et autres, pour monter vers le nord. Après, il y a une population qui est assez importante localement, donc c'est-à-dire des apports également localement, et tout ça concourt justement à leur arrivée. Mais la plus grande partie, si vous voulez, arrive comme ça du sud. On a le même problème dans beaucoup de régions de la Méditerranée. Vous savez, nous, on est en France, on reçoit d'Italie. Systématiquement. En Corse, on reçoit d'Italie. En Côte d'Azur, on reçoit d'Italie. Par contre, lorsqu'il y a du Mistral, on envoie en Sardaigne et en Espagne. Et côté Atlantique, on reçoit d'Espagne. Et dans le nord, dans la Manche, on envoie des quantités importantes, si vous voulez. Hein, on envoie en mer du Nord. Donc, il y a des échanges. C'est peut-être la seule Europe qui marche vraiment, sans aucun problème, si je peux dire, quoi. On a vraiment, si vous voulez, un échange comme ça. L'Europe Et donc, du voilà. pire. Ouais. Et donc, mais par contre, si vous voulez, ce qui est important, c'est en termes de gestion, c'est que quand bien même la Turquie gérait ce problème au niveau régional, de toute façon, en recevant de l'extérieur, ça serait, comment dire, insolvable. Et alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que sur des longues distances, dès que les déchets sortent des eaux territoriales, ils n'ont plus de nationalité. Même s'il y a une inscription dessus, personne ne peut dire ils viennent de tel pays, parce qu'on ne sait pas si c'est un marin qui l'a jeté, si ça a été rejeté dans les eaux territoriales. Et n'ayant plus de nationalité, en fait, on peut pas agir contre la source. Ce n'est pas possible. On a eu le problème en Espagne, au Pays Basque, qui reçoit régulièrement d'Espagne à cause du courant, exactement la même situation que dans le sud-est de la Turquie. Et il y a eu des débats, il y a eu des échanges, des discussions politiques, il y a même eu des questions à l'Assemblée, parce que c'est un coût pour le tourisme qui est assez important. C'est vraiment une région très, très affectée. Et en fait, ça n'a jamais été résolu. Et il y a même des Espagnols qui disaient les Français vont dans les supermarchés en Espagne parce que c'est moins cher, et après, c'est eux qui jettent en France. Vous voyez, donc c'est des situations qui sont. Mais toujours est-il que c'est très difficile à gérer en termes comment dire, de réglementation et juridique, quoi. Oui, merci. J'avais une seconde question sur la temporalité, c'est-à-dire que vous nous avez montré donc dans ces images de la fin là, à 2200 mètres de profondeur, quel est le temps nécessaire pour que des plastiques atteignent ces profondeurs? Alors en fait, ça dépend de la taille et l'épaisseur du plastique et sa nature, sa composition. Donc il y a des plastiques qui sont faits pour être très résistants, il y en a d'autres qui sont très épais. Et donc ceux-là, si on les met dans des conditions environnementales où la dégradation est plus lente parce qu'il y a moins de bactéries, pas de lumière, pas de photolyse, donc, et très peu d'oxygène pour les bactéries notamment, et bien du coup, ça va allonger, si vous voulez, la durée de vie. Et là, on est sûr, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a des plastiques qui sont de forme encore qui ont gardé leur forme d'origine, comment dire, 25 ans après. On a des exemples de bouteilles. Les industriels nous ont dit que c'était des formes de bouteilles qui existaient dans les années 60. Donc on sait que quelques dizaines d'années, sans modification de la bouteille, c'est possible, si vous voulez. Alors après, ça peut être plus altéré et autres, mais quelques centaines d'années, sans aucun doute possible. Après, les chiffres, on n'a pas de recul, si vous voulez, c'est un produit qui n'existe que depuis une soixantaine d'années, et donc c'est difficile de savoir. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose, Nicolas, tu as une question? Oui. Oui, j'aurais aimé poser une petite question de l'ordre de la comparaison aussi. Donc, je me demandais, pour la mer Baltique, par exemple, qui est aussi une mer fermée, avec pas mal d'activités industrielles aux alentours, par comparaison avec la Méditerranée, est-ce qu'elle est plus polluée, moins polluée en plastique? Et un peu la même question aussi pour la mer Noire. Est-ce qu'on a vous avez certainement des données concernant la mer Noire? Alors pour la mer Noire, en fait, oui, c'est le même ordre de grandeur, si vous voulez. En fait, c'est lié aux possibilités de traitement. En Baltique, c'est plus pollué pour d'autres polluants. L'eutrophisation, par exemple, c'est typiquement une pollution de la mer Baltique parce qu'il y a beaucoup d'apports de rivières et il y a très peu d'échanges et donc ça favorise la prolifération des algues. Et donc typiquement, ça c'est une pollution de la Baltique. Pour les déchets, en fait, les pratiques, comment dire, en Allemagne, dans les pays scandinaves sont telles que le traitement est quand même beaucoup plus efficace. Les gens ont changé leur comportement très rapidement. Et donc, à part des sources qui sont très ponctuelles, comme en Russie, par exemple, il y a quand même beaucoup moins d'apports. Par contre, sur les déchets issus de la pêche, par exemple, dans certaines régions de la Baltique, c'est beaucoup plus conséquent. Donc, vous voyez, ça dépend des types de pollution et ça dépend des types de déchets également. Voilà. Et voilà, tout globalement, ça répond un petit peu à la question. Oui, merci. Elisabeth, allez-y. Moi, je me demandais si on essayait de récolter les déchets, quelles seraient les priorités, c'est-à-dire quel, quel type de déchets ou ceux qui sont
sur les fonds marins ou plutôt ceux qui sont sur les côtes ou ceux qui sont flottants? Quels Alors, seraient les déchets prioritaires ouais. à prélever? Alors, en fait, sur les sources, si vous voulez, les rivières jouent un rôle très important. Un quart des déchets qui arrivent dans la mer viennent des rivières. Il y a un jeune Hollandais qui avait proposé d'aller nettoyer les océans. D'ailleurs, il a toujours cette idée-là. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Et d'aller nettoyer les océans, notamment au milieu des zones de convergence, au milieu vraiment du Pacifique. Bon, le problème, c'est qu'il faut aller loin. Si le bateau tombe en panne, il faut le ramener, le réparer. Les déchets, qu'est-ce qu'on en fait sur place? Il faut les ramener, donc de toute façon, c'est des coûts. Il avait un système qui était passif où, comment dire, il allait récupérer, en même temps que les plastiques, il allait récupérer les petites tortues et autres. Et donc, pour des raisons éthiques, ce n'était pas très cohérent. Et donc, la solution qui semble se dessiner, alors, outre évidemment la prévention, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraisemblablement au niveau des fleuves que c'est le plus intéressant. Parce que là, il y a un flux continu, des apports qui sont importants. Il y a des fleuves qui apportent énormément. Et donc, du coup, là, on a un gisement potentiel, si vous voulez, justement, pour recycler, pour éliminer. Et donc, il y a beaucoup de pays qui commencent à s'attacher à regarder, justement, ce qui arrive au niveau des fleuves. Après, Les, c'est uniquement lorsqu'il y a une valeur, je le dis tout à l'heure. les embouchures des fleuves? Aux Oui, embouchures. oui, oui, absolument, au niveau des embouchures. Alors, évidemment, c'est difficile dans le cas des grands fleuves, mais c'est là que les systèmes sont testés. Alors, il y a des espèces de grandes barrières. Il y a également comment dire, des rideaux de bulles. Il y a une société qui a proposé ça. A priori, ça a l'air de bien marcher, si vous voulez. Et donc, ça canalise les déchets vers un endroit où ce sera facile à collecter. Aller en mer très, très loin, très au large, de toute façon, sur les fonds, c'est pas possible. On va même pas récupérer les nodules polymétalliques qui auraient une certaine valeur sur le plan industriel ou économique. Donc, vous imaginez des déchets en fin de vie, c'est quand même bien perdu. Ça coûterait pas grand-chose, quoi. Alors, il peut y avoir des opérations symboliques, hein. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez aller ramasser un déchet à tel endroit et dire, vous avez chacun à son geste, si vous voulez, c'est très utile. Mais globalement, c'est beaucoup plus simple de prévenir ou de récupérer là où ils arrivent, quoi. En plus, vous savez, ceux qui sont au milieu de l'océan, ils viennent des rivières ou de la côte. Donc, c'est là qu'il vaut mieux plutôt que d'aller là-bas, quoi. Il y a des initiatives qui ont vraiment commencé, qui sont efficaces maintenant, là, dans certains. Alors, c'est un domaine de la société, la pollution plastique, où il y a peut-être le plus d'ONG, comment dire, de gens qui s'engagent personnellement et autres. C'est assez spectaculaire, si vous voulez. Il y a des gens, et puis en plus, c'est quand même intéressant parce que c'est une évolution sociale. L'économie circulaire, ce sont peut-être des décisions qui sont politiques, mais c'est une demande sociale avant tout. Et c'est parce que moi, je m'occupe d'un groupe européen en support à la directive pour la surveillance du milieu marin, donc la mise en place d'indicateurs, des choses comme ça, un petit peu comme pour la surveillance dans le domaine médical. Eh bien, en fait, la raison première qui m'a été donnée, on a démarré en 2010, hein, c'est que justement, il y avait un moment où il n'y avait pas de mouvements sociaux, mais il y avait une demande. Et la raison pour laquelle ils ont intégré ça dans la directive européenne pour le milieu marin, c'était justement pour répondre à un besoin futur, justement, à la fois d'information et pour préparer les actions, justement, pour ça. Donc, c'était anticipé et c'était motivé, c'est de la pure politique, si vous voulez, c'était motivé, justement, par la demande sociale. Merci. On va juste prendre une dernière question, puis ensuite on passera, parce que du coup, vous entrez dans le sujet suivant sur l'action des Ouais. sociétés civiles. Donc, une dernière question de Jo, et puis ensuite Oui, bonjour à tout le monde. D'abord, un grand merci à l'équipe qui a organisé cette conférence. Je suis très loin de vous, je suis à San Francisco, mais je suis très sensible à ce problème parce que je suis née à Cannes. Et la photo qui est derrière moi, c'est un petit village dans l'arrière-pays de la Côte d'Azur, donc ce sujet me tient à cœur. Et j'aurais une question concernant la prévention, parce que comme vous l'avez dit, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Oui. Est-ce que vous avez connaissance au niveau des institutions européennes sur des décisions qui auraient tendance à faire pression sur les compagnies alimentaires et d'autres compagnies, parce que l'empaquetage actuel est vraiment à outrance. Récemment, j'ai ouvert une boîte d'un coffret de protection de iPhone et j'ai regardé ce contenant et c'est absolument aberrant pour une toute petite caisse de quelques centimètres, Oui. le poids du déchet. Donc, est-ce qu'il y a des institutions, est-ce que vous avez connaissance Alors, d'abord, il y a des règlements. La directive stratégie plastique, elle impose des interdictions sur les plastiques à usage unique.
Donc, alors après, il peut y avoir des problèmes, il y a des problèmes. Il y a eu une Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement l'année dernière, en 2019, et ça continue régulièrement. Il y a des engagements il y a 200 pays qui sont engagés à réduire la pollution plastique. Typiquement, les pays européens sont volontaires, mais peu actifs. La raison pour laquelle ils sont peu actifs, c'est qu'il y a des enjeux économiques. Ils ont des dizaines de milliers d'emplois à la clé, et c'est ce qui les freine un petit peu. Vous savez, il y a une loi qui a été votée en France il y a très peu de temps, justement, sur les sacs plastiques et sur la fin des emballages plastiques à usage unique. Donc, ça correspond typiquement à une mesure, si vous voulez. Et en fait, elle n'est pas passée et ils sont arrivés à une solution intermédiaire, c'est un objectif de disparition à 2040, ce qui est peu ambitieux, en fait. Là, c'est parce qu'il y avait des milliards d'euros qui avaient été investis par les collectivités pour du recyclage et que du coup, c'était un investissement qui ne servait à rien. Donc, en fait, il y a une transition qui doit se faire, mais simplement parce qu'on a beaucoup investi pour des solutions autres, bah, du coup, si vous voulez, on freine cette transition-là. C'est assez spectaculaire parce qu'en fait, la volonté, elle est là. Je veux dire, il n'y a personne qui compte. D'ailleurs, c'est un des rares sujets qui fait l'unanimité. Personne n'est pour la pollution plastique, si vous voulez. Même les industriels, ils sont capables d'être d'accord pour certains aspects des mesures de réduction, notamment le recyclage, parce que pour eux, c'est un gisement de ressources, si vous voulez. Et ce sont des ressources nouvelles, c'est des emplois et autres. Et donc, même l'industrie est capable de soutenir, si vous voulez, le recyclage des plastiques. Et la lutte contre la pollution en plastique. Donc, c'est un sujet vraiment qui intéresse tout le monde. Mais pour des raisons le plus souvent économiques, c'est difficile d'interdire tout de suite. Après, c'est sûr je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a des exemples qui sont, c'est effarant, quoi. C'est effarant. Des fruits emballés individuellement, si vous voulez, dans des sacs en plastique, c'est la même chose, quoi. C'est invraisemblable. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer en anglais. Let's switch to English. Je vais devoir vous quitter. Oui, je m'excuse, je vais devoir vous quitter. Je voulais vous remercier quand même et puis vous souhaiter une bonne soirée, puis peut-être aussi une bonne année. Merci beaucoup, merci pour votre présence. Une question pour François, s'il vous plaît. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées si on veut? Oui, je vais mettre ça, si vous voulez, dans le chat. Dans le chat. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Bonne Ça y est, là, voilà. Alkis, thank you for your patience. Thank you for being with us. So you are working for Greenpeace in Greece, running the campaign Ocean Plastic, and you're also representing Greenpeace to World Association of Alliance of NGOs fighting against plastic. I just lost my note on the name of this alliance, so if you can remind us. Yeah, it's the Global Association of NGOs working against plastic. It's called Break Free from Plastic. It has different regions. There is a bigger association in Europe, and then in the US, in Africa, in Asia, and so on. Okay, great. Thank you very much. So, well, as we discussed, like we can continue in this, maybe in this format of questions and answer. We have a few questions for you. We talked a bit about this earlier. The first question I wanted to ask you is, how and when did plastic pollution become an issue for civil society and more specifically for Greenpeace? When did it hit the news? Yeah, look, of course, plastic pollution has been an issue for a long time. Should I stop in intervals for you to translate? I'll just ask, is there anyone who has difficulties with English here? No, so go on, Alkis. Okay, if there is good. any trouble, please raise your hand and we will we'll translate. Of course, I will try to speak slowly, and if I go a little bit too quickly, please stop me. So, of course, plastic pollution has been an issue for a long time now. Has been recognized as an issue in the seas since the 1980s. But what is really interesting is that since the last 5 years, we see a massive mobilization regarding the issue. A lot of new science is coming, is being public all the time, as you saw, Mr. Kalgani, and we're getting to know a very critical issue. Greenpeace started to
engage with this issue starting from 2017. We did a tour in the Mediterranean with the Spanish office, the Italian office, Croatia, Greece, and Bulgaria, in order for the first time to show to people that the Mediterranean is also one of the places in the world that has one of the biggest issues. Because until now, what we thought was that plastic pollution is only in the plastic islands, the big Pacific garbage patch that you maybe have heard, or all the other ocean gyres that collect all the plastic. So we did a ship tour in order to say the story that the Mediterranean is also has also a bigger problem. But to go back to your question, plastic pollution becomes a problem from the moment big corporates put those products in the market. For Greenpeace, it's really important to turn the discussion around and talk about the supply side of the problem. Talk about corporations like Coca-Cola, Pepsi, Nestle, and what they should change in order for us exactly to be able to address this issue. Otherwise, we will try to address this issue from the end side of it, how we can clean our beaches, how we can clean the ocean, but we continue to realize that plastic pollution is not an issue only in the oceans. Scientific knowledge comes and says that we find plastic in the air that we breathe, in the fruit and vegetables that we eat, in the water that we drink, in our own bodies. So we need to understand that it's a much bigger issue, and we need action, quick and ambition, starting from the source, starting from the production side and going down, ending to what we can do as consumers and active citizens. All right. So you say that I mean, it's an obvious point that it's the main problem is the source of the plastic. As soon as you put it on the market, it becomes something that ends up it's a waste already. Is there a way, is it like political or legal, to hold corporations accountable for the production of the plastic? Because if we understand well, most of the time, there is a lot of pressure on citizens. I mean, in the presentation of Mr. Kaergani just before, like he mentioned the fact that, well, I mean, in some countries, you find a lot of cigarette butts here and there, like plastic bottles or bottles that were thrown out of ships and these kind of things that stopped in some countries based on, thanks to prevention measures and education. But plastic pollution remains. And these, for example, cigarette butts are not the main source of pollution. So how do we hold these corporations accountable? First and foremost, I think is knowledge. We need to be knowledgeable regarding these issues. People need to know what they are consuming and what they are up against. Because unfortunately, plastic pollution until now has been solely put on the burdens of consumers. So sharing the knowledge, understanding the source of the problem is the first step that we can do, because corporates continue to put different kinds of solutions on our plates, and until we know what we are up against, we won't be able to address this issue. Regarding what you said, there is a big momentum of legal and policy measures being taken in Europe in order exactly to increase the pressure towards these corporates. Either you will call it extended producer responsibility, where companies need to take accountability for the entire life cycle of their products, of plastic products. Usually that's through recycling until now, but continuously this is going to expand. Of course, it's other than that, at this point, it's how we as consumers and as active citizens, we can create bigger pressure and create the space for new solutions to come aboard. And that's part of organizations like Greenpeace, to increase the pressure towards these corporates in order to change practices.
The same. I'm going to base myself on what Mr. Gargani was saying before. Sorry, so I'll summarize quickly. One of the question to answer one of the questions, he said that, for example, European countries were quite keen on doing something, but they were not that active for several reasons. One of which being they already made a lot of investments, for example, in recycling plants or these kind of things. How do you look as Greenpeace and to the measures, the solutions that are pushed forward most of the time, like recycling, like let's recycle everything, like Ms. Gargani came back several times to it, saying like, once we will be able to break the polymers in the plastic, we'll be able to use plastic as much as we want. That might not happen anytime soon. So how do you look at these questions, like, for example, recycling, but there were also like these miracle solutions like bioplastic and incineration, organic plastic and these kind of things? It's really important again to understand what are these solutions and the reality behind these solutions. The numbers are very striking. From what we know, only 9% of the plastic that has ever been created has been recycled. This is a very important number. Recycling is not a magic hat that we can use in order to extinguish the problem, to vanish the problem. The problem will remain because it's a very complicated issue. Plastic is everywhere. I can imagine when you go inside the supermarket and try to pick different products for you to bring back home, most of them are in plastic. And unfortunately, due to technical difficulties, most of it cannot be recycled. Even in countries of Western Europe that have a very high level of infrastructure, the end result is that this plastic most of the time is being exported to other countries because the cost to manage it is much cheaper. And recycling is working under the conditions of the market. It will be usable only if it's really cheap. So in the end, the environment is paying a bigger price. Societies in these countries are paying a bigger price, and the problem is not solved, is kind of hidden under the carpet. And the same goes for different types of solutions like bioplastics that you mentioned, Jeremy. Bioplastic is, or biodegradable plastic is another type of solution being proposed continuously. Again, it's not a problem of plastic per se, it's a problem of single use. For Greenpeace, it's really important to address the main root of the problem, the waste. And unless we address the issue of waste, of how much we are spending, of how much we do not really need to use in order to have a convenient life, the problem will remain. Are there alternatives you're advocating for as Greenpeace or other associations? Like, what can citizens do? So there is knowledge, get informed, but what can they do to reduce this single-use plastic consumption? For us, it's really important to go back to the basics. There is a very well-known hierarchy called reduce, reuse, recycle, and then incineration and landfilling. Unfortunately, while this hierarchy is very well known, almost everybody knows it, nobody really practices it. And we need to go back to that basic. We need to start talking and implementing reduction and reusability. We need to start investing the money that we have, the funds that exist in this world in order to create systems that are based on reusability. We need corporates to assess the plastic that they have and start minimizing their addiction to plastic, because in reality, that's what we have a problem. Our economy and our production and our consumption is addicted to plastic, and we need to assess it in a very strict way, minimize what we can, and create new systems that are based on reuse.
There is one thing, like there is a lot of initiatives around, for example, collection of plastic. Like you go to a beach every year, there is like a group coming, like you collect things, you get kids from school or whatever things happening there. And I know that companies such as, I remember seeing Nestle doing a lot of advertisement on that, saying like, oh, we are sponsoring the collect of plastic on such and such places, and so on. This once again go back to the it puts the responsibility of the cleaning on the citizens. So someone has to clean at some stage. So I'm not saying it's a bad thing that citizens do these kind of things, but how can we mobilize, use these kind of actions in favor of reducing plastic pollutions, but also from a more political perspective, how can we make sure that governments and public authorities are going to tackle that issue? Because if there is, I don't remember the exact amount he said, like, but more than, I mean, billions of tons or millions of tons of plastic in the Mediterranean Sea only. I mean, cleaning that requires means that is way beyond like single citizens or coalitions of NGOs. So how do we first, as citizens, make a change and try to get out of this logic of like, it's the responsibility of the citizens? And how can we push governments, authorities, local or national or international, to act on this question and put the money on the table and the legislation on the table? First and foremost, what we say is like, until the plastic pollution problem is like the tap is open and the water is running, and the bathroom is filling with water. Until we turn the tap off, there is no reason for us to try and clean our bathroom, right? So we need to close the tap before we start cleaning. Otherwise, the problem will continue to become even bigger, and we won't be able to solve it. So first and foremost, that's the approach of Greenpeace, and that's what we need to do as society. And we need to use any kind of opportunity in order exactly to make those links. Those products that we see polluting our beaches, our cities, our streets, our schoolyards, our parks, have brands on them. There is an identity to plastic pollution, and this is what the global coalition of NGOs is trying to do. Expose those corporates like Coke, like Nestle, like Pepsi, because those products are being, those corporates are putting those products outside, and they need to change the way that they deliver their products to us. As consumers, we don't need the plastic packaging, we need the products itself. So they need to change their delivery systems. How we increase the pressure is exactly through those means. From the moment that the consumers and citizens get knowledgeable, get vocal, how to say, affect their communities. Every one of us has people around them, has friends, has colleagues. We can create a momentum in order to exactly push for those changes and try to find ways that these collective actions can become even more vocal, even more visible through actions like the ones that I described, or simpler actions like using a hashtag that says, is this yours? Taking a picture of a plastic product in your street that has a brand on it and posting it in social media, asking the specific company to take action against this specific product and this specific issue. Is there anyone who would like to, if someone has questions or would like to react, please jump on board. It's quite interesting what you just say, that there are brands, they belong to some corporations, because just before we were saying, like, when François Galgani was mentioning that once the waste leaves the territorial water of one country, it doesn't have a nationality anymore.
And you mentioned that, no, I mean, it doesn't belong to a state or nation. It belongs to corporations. It's a business issue in the first place, not a sovereign, like, national question. Does Yeah, those, oh, go on, please, go. please, yes, of course. No, I've just wanted to add that this cooperation have a global reach, and wherever we are people from across the Mediterranean at this discussion. Wherever we are more or less facing the same plastic pollution that's popping up all around the globe, and those corporations are the main stakeholders that need to change their practices. And as active citizens, as people, we need to make the move, if you want, to push them in order to start changing. Otherwise, the change is too slow. If the active citizens of this world do not push the change, corporations will lag behind, and the change will not happen as quickly as it's needed. Yes, thank you. Is there anyone who would like to ask a question? Yes. Yes, go on. Thanks a lot, Alkis. My pleasure. So there are many types of plastics, and is it a possibility to promote the use of the less harmful plastics rather than the worst plastic? And is there an evolution in this aspect? Sorry, my connection broke up a little bit. I missed the first part of your question. Yeah, there are many types of plastics. And can we promote the use of the less harmful plastics? It could be a solution in terms of recycling of. By less harmful plastics, you mean plastics that are more easily recyclable? Yes, exactly. And is there a general trend towards the promotion of these plastics? For sure, the recyclability of products is going up. Corporates are changing that, and they are going in that direction. PET is one of the products that is more readily taken by the recycling industry in order to be used. I think it goes back again to consumption, to choices that we do as consumers. But it's not enough. We need policy here. We need big policy in order to push these corporates, in order to put those criteria that they will change. The European directive that will start to be implemented from July 2021 makes a big change in that direction by promoting recyclability of products. So hopefully, we hope that this will create a momentum for the lesser, for the worst plastic to kind of be filtered out. But is there a trend towards this direction if we compare with 20 years ago, for example? At this point, the change is not something that we can assess at this point. The change is still pretty narrow, I would say. The problem is pretty big at this point as well. Policy is already in place in many different situations, as in Europe, but until now, corporates are not really changing, or the change is too small to be accountable for, to be counted for. Sorry. Okay, thanks a lot, Marcus. I'll just jump on that thing. Like when we talked a few days, week ago, you mentioned the project of holding the equivalent of a COP, so a climate conference, but for plastic.
an international conference aiming at coordinating efforts to fight against plastic. And in the case of like maritime pollution, as we mentioned before, it's not just, you can't solve the question by just cleaning one beach. I mean, it's all over the place. So how do you look at this these attempts to internationalize and like cooperation, international cooperation on fighting against plastic? This effort is under discussion. It's in the phase of scoping. The UN is considering to open up a discussion regarding a global treaty on plastic waste, on plastic pollution. This is a very important tool, and Greenpeace is going to be part of these discussions. We are really looking forward for this because it will allow for a global framework that will push for the change that is needed. There are many different policy changes that are happening across the globe. We have the amendments of the Basel Conventions regarding the trade of plastic waste, usually from European countries towards the global south. That's also a really big change that most likely will help with also with the problem in the global south, but also with improving our situation and the products in the European market. Right, thank you. Is there any other question? Yes, there is. Great. I have two questions for Alkis. The first one, I don't want to create another feud between Greece and Turkey, but we know that Turkey is importing garbage from all over Europe and even the world maybe. Is it affecting Greece somehow? Is it a topic in Greece? And then my second question would be more general. In the Mediterranean area, are there some countries that are more virtuous than others that could be shown as example models? Are there some bad students? Here are my questions. For sure, we have the Mediterranean is a common sea. Whatever garbage ends up in the Mediterranean is a problem that we share. So, of course, the issue with Turkey and the fact that they are importing a lot of plastic waste is an issue for Greece, but I would say it doesn't really matter what it is, if it's Turkey, if it's Malaysia, if it's Philippines, if it's Indonesia or China, the problem remains the same. It's a global problem and we need to face it wherever it pops up. And Greece is also exporting plastic waste to Turkey. So it's kind of like, it's a common problem that has many different ways of showing its ugly head. As far as which country in the Mediterranean we would say that is a good player, it's not exactly a country, but there are kind of like regional governments. Let's in Spain, the Balearic Islands, that are trying to implement some regional policies regarding the reduction of the use of plastics. There are different islands in Greece that they're trying to impose some bans on plastic waste. Of course, the European countries are always a step ahead of regarding policy, but we are at the phase that we need to assess the impact of this policy. Starting from July 2021, it allows us to be optimistic, but of course it's not tackling the entirety of the problem. So we need to kind of like be truthful, sincere, understand where we are at this point, that we're starting to address the issue, but we haven't really addressed the entirety of the issue. Thank you. If you allow me to rebound on that, you mentioned the Balearic Islands and some Greek islands. You think local and regional players are important players in this fight against pollution? Of course they are. I think in these kind of fights, all players are really important. Everybody needs to play their different role. Everybody's needed.
and local governments have the power to implement policies that have a direct effect on this issue. Zero waste policies, reusable schemes, banning some specific products, connecting different small businesses and medium businesses together in order to create the change needed. There are so many different tools, and this issue of plastic is so engaging that allows us to approach it in many different directions. It just needs to be ambitious, to understand the magnitude of the problem, and to start from somewhere. And from the moment that you start doing things, other things will come around. And local governments are really an important agent of change, because they are also linked to waste management, and they have the motivation to do that. They have the motivation to reduce the waste that they need to manage. And that's a direct link. And usually they are the most active, I would say, on these issues. Thank you. Right. My pleasure. Joey, you wanted to ask a question? Anyone Moi, else would j'aurais une like to- question, s'il vous plaît. Allez-y. Merci, Axis. Alkis, is that the right way to say your name? Please. Yes, thank you. Thank you so much. You addressed a couple of times I heard you saying the word knowledge and understanding and behavior too, changing behavior. So I am an educator, and my question is, this is not an issue that is going to be solved in the next 10 or 20 years. So do you have any knowledge, or do you address with your organization, do you address the issue of education with young children? Because, we all know that behavior starts from the beginning. And my experience is that if we have an impact on the future generation, I mean, everyone knows Greta from Switzerland, where is she? Sweden. Thank you. And I'm thinking even younger children, because if we install this a way of thinking with the young children in a positive way, thinking larger than their own experience, that can have an impact for the future. So do you have any sort of knowledge of, large experience around that, education of young children toward this issue? To tell you the truth, to be sincere, I haven't really worked on this issue with children. And Greenpeace usually doesn't go into the environmental education part of the issue. Of course, we have produced many materials that can be used by educators in order exactly to inform and educate younger people. But from our side, we need to create change at this point now. We have created momentum regarding this issue. We have created the space for new solutions to come online and to be implemented that will affect our lives for the next 10, 20 years. Maybe we won't be able to solve the problem in the next 10, 20 years, but the investments that are going to be done in the next years are going to affect our lives for the future. So we need immediate action, and we need citizens, active citizens like you that we're talking at this point to engage with this issue and create change now. All right, thank you. Yeah, I do agree with this as well, but I think... Of course, I think young generations, of course, they are always really important. Do not mistake me, but our approach is coming from another angle, that we need to be more active now. The time is now. There is no better time than the present, to tell you the truth. Totally. And we have managed as a collective to create that momentum, and we need to take advantage of it. Yeah, thank you so much. Right.
Thank you very much. I just have one last question. It's kind of an easy and difficult one at the same time. Nicola asked just before if there are good students in the Mediterranean Sea. Uh, which are the bad students? Which corporations are the bad students? Because if I start collecting rubbish, I mean, I live on an island of the coast of Istanbul. There's trash all over the place. Who is the one I need to target the first? Every year around September, there's a big global action called Brand Audits that does exactly that. A global effort to clean places like your island, Jeremy, but at the same time, audit who are the bigger polluters. And as it's expected, the bigger polluters are the names that I've said it a couple of times. Coke, Pepsi, Nestle, that they are popping up wherever you are in the world as the bigger polluters. And there are companies that they are unfortunately teaming up with the bigger petrochemicals and oil majors because their business is highly linked, and plastic is, how do you say, one of the growth market for the petrochemical companies. So all these companies together have a much bigger responsibility, and we need to hold them accountable for. Thank you very much. Is there any more questions? No, right. So thank you very much, Thanks a lot. Alkis, for your My time. pleasure for being here. Thank you for your time, for your precious time, and And also thank you. happy 2021. Yeah, happy 2021. Thanks a lot. Right. And thank you for your patience and for taking the time to talk with us tonight. And thank you to all the participants. I'll just upload the video on our YouTube channel in a few days. The time to get it a bit lighter. And I will put the link on Facebook and so on right after that. Also, Alkis, could you put your contact on the chat? Thank you very much. Thank you. Well, I'll just wait for contact. If I leave before the contact, the whole thing will stop immediately. So I think we're ready. Thank you. Thank you very much, everybody.